Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Que ces élections cantonales soient devenues politiques ne fait plus de doute aujourd'hui. Ainsi, toute la presse, pratiquement ce matin comme ce soir, d'une part attribue la participation relativement forte, 65% des électeurs ont voté à la politisation du scrutin, d'autre part, de l'analyse globale des résultats, la presse fait ressortir en premier la progression des socialistes et d'une façon générale, vous le voyez d'ailleurs sur ces titres, de la gauche. Les Français n'avaient pas voté depuis près de 7 ans, ils ont profité de ce scrutin pour faire savoir sans grand risque ce qu'ils avaient sur le cœur. Et tout d'abord, ce chiffre, celui des voix. Un bon chiffre pour l'opposition. Si l'on ne tient compte que des candidats favorables au programme commun, on arrive à 51%. Si l'on regarde maintenant les cantons déjà pourvus au premier tour, renversement de tendance, la majorité l'emporte, mais au deuxième tour, elle va rencontrer davantage de ballottages difficiles. Grosso modo, un canton sur deux a été pourvu dès le premier tour. C'est normal dans ce genre d'élection. Dès le premier tour aussi, beaucoup de ministres élus, mais quand même quelques revers pour la majorité. D'abord Michel Debré. Son élection au deuxième tour sera difficile. Il est menacé par un radical de gauche. Menacé également 3 secrétaires d'État, Jean-Pierre Soisson, dans l'Yonne, Paul Granet, dans l'Aube, et Marcel Cavaillé, dans la Haute-Garonne. En danger, Claude Wolff, le successeur de Giscard à Chamalières, le centriste Henri Fréville, le maire de Rennes, et Pierre Abelin qui retrouve encore Édith Cresson sur sa route. Enfin, Jean Charbonnel à cheval entre la majorité et l'opposition. Au-delà des personnalités, des départements seront à surveiller. Les Côtes du Nord, le territoire de Belfort, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, l'Essonne et le Val-de-Marne qui pourraient bien tous deux basculer dans l'opposition, les Ardennes et enfin l'Isère. Et maintenant, sortons un peu des chiffres, analysons ce que l'on ne peut appeler que des tendances, progression de la gauche donc et tassement de la majorité. La progression de la gauche réelle, c'est d'abord faite au prix d'un rééquilibrage interne. Le PC ne gagne pas grand-chose à l'opération, le PS si, et c'est une confirmation. Du côté de la majorité, même redistribution des cartes, l'UDR perd au change, centriste et surtout giscardien s'en tire bien au premier tour, à tel point qu'hier, sur notre antenne, le radical de gauche Jean-Denis Bredin y voyait presque la réalisation de la prédiction de Valéry Giscard d'Estaing, la France veut être gouvernée au centre. Mais ça ne suffit pas. VGE et Michel Poniatowski se trouvent maintenant confrontés à un autre problème, car pour l'emporter au deuxième tour, il leur faudrait politiser la consultation. On pouvait s'en passer dans les campagnes, mais difficilement dans les villes, où la personnalité des conseillers généraux est, disons, moins connue. Or, c'est surtout ces cantons, et notamment dans la région parisienne, qui restent à pourvoir. Mais politiser, c'est un peu se rogner, et c'est donner au scrutin plus d'importance qu'on ne le souhaitait. Car ces cantonales restent d'abord un prologue, comme disent nos amis de Paris-Nice. Les deux grandes étapes sont toujours les municipales l'année prochaine et les législatives en 1976. 2 ans de campagne électorale, c'est dur. En attendant le deuxième tour des élections, une journée difficile pour beaucoup de Français demain. Parce qu'ils estiment inacceptables les propositions du gouvernement sur les salaires de 1976 dans la fonction publique et dans les entreprises nationalisées, tous les syndicats, sauf la CGC, ont lancé pour demain mardi un ordre de grève. En principe, cependant, il ne devrait pas y avoir de coupure de courant. Avec ce froid, ce serait d'ailleurs cruel. Dans la région parisienne, le métro et les autobus fonctionneront normalement. Une grève est toutefois prévue dans le métro lundi prochain. Je rappelle aussi que les écoles ne seront pas fermées, même si un certain nombre de professeurs et de maîtres sont en grève, les directeurs ayant le devoir d'accueillir les enfants qui se présentent. En revanche, peu de trains, presque pas de courrier et des manifestations de rue à Paris et dans certaines grandes villes. Ce que nous avons obtenu à Bruxelles pour les agriculteurs est le résultat d'un compromis et comme tout compromis, il ne satisfait totalement aucune des parties en cause. C'est le ministre de l'Agriculture, Christian Bonnet, qui s'exprime ainsi ce soir dans le journal Le Monde. Et effectivement, les dirigeants des organisations professionnelles agricoles ne sont pas satisfaits des hausses de prix décidées à Bruxelles pour la plupart des produits agricoles. Pour le président de la FNSEA, Michel Debatisse, ce que Bruxelles n'a pas accordé, il faudra bien que le gouvernement français le prenne à son compte et que d'une façon ou d'une autre, les agriculteurs français bénéficient d'une aide supplémentaire sous peine de voir leurs revenus diminuer en 1976. Cet appel des organisations agricoles à l'État
sera-t-il compris des autres Français? Ne risque-t-on pas d'entendre dire qu'il n'y en a que pour les paysans? Réponse de Michel de Baptiste. Les agriculteurs, vous savez, ne souhaitent pas avoir certains types d'aides. Vous savez, nous avons eu des manifestations, les agriculteurs ont dit, mais assez des aumônes. Ce que nous souhaitons, nous, c'est avoir le même niveau de vie que les autres Français uniquement à partir de nos prix. C'est parce que, au fond, l'État, pour des raisons qui le regardent, ou le consommateur n'accepte pas de payer les produits agricoles au prix de revient, n'est-ce pas, pour les agriculteurs, qu'on compense cette insuffisance de revenus par des mesures d'aide. Et puis, vous savez, dire que seuls les agriculteurs sont aidés, on pourrait citer des chiffres, n'est-ce pas, très précis, quand on vient de voir ce qui se passe dans l'industrie horlogère, récemment, n'est-ce pas. Bon, quand on voit dans d'autres secteurs, les aides de l'État sont aussi importantes, mais elles sont quelquefois moins visibles. On en parle moins, surtout, n'est-ce pas, que ce qui concerne les agriculteurs. Mais on dirait que les agriculteurs se complaisent un peu dans ce rôle de perpétuel assisté. Ah, non, ils ne se complaisent pas. C'est que, vous savez, c'est le vrai drame de la société actuelle. C'est que, justement, ceux qui sont les plus fragiles sont les agriculteurs. C'est ceux qui sont complètement au bout de la chaîne. Quand il y a une augmentation des charges très importantes, comme ça s'est passé en 1974, c'est eux qui trinquent. Et comme ils ne peuvent pas, ou on ne les autorise pas à répercuter dans leur prix de leurs produits, eh bien leur revenu baisse, n'est-ce pas? Eux, ils souhaiteraient avoir des organisations de production de marché, c'est ce qu'ils ont demandé à Bruxelles, n'est-ce pas? De prendre leurs responsabilités, de gérer la vente de leurs produits à l'étranger. Mais les gouvernements, c'est très curieux, n'ont pas répondu à cette demande. On dirait même qu'ils ne souhaitent pas que les agriculteurs soient suffisamment puissants, capables de discuter d'égal à égal avec les autres catégories sociales et avec les gouvernements. Et comme ils sont en effet la catégorie la plus faible, eh bien les ministres des Finances de quelques gouvernements que ce soit, font pression pour que les prix alimentaires, mais les prix agricoles à la production en tout cas, augmentent le moins. Vous n'êtes pas pleurnichard? Ah non, pas du tout. Enfin, nous considérons d'abord que l'agriculture participe et aide le reste de la collectivité. On en a douté pendant longtemps. Enfin, quand on regarde en 1974 et 1975, c'est l'excédent net de la balance commerciale de produits agricoles qui a permis à la France d'équilibrer son budget. Les prévisions de vente de produits agricoles et alimentaires en 1980 dans le plan feront que on vendra un chiffre supérieur de denrées agricoles à l'étranger que ce qu'on achètera en coût de l'énergie. Autrement dit, uniquement la vente de produits agricoles alimentaires rapportera plus que la quantité de pétrole qu'on achète à l'étranger. Une phrase prononcée hier par le pape a ému l'opinion catholique. Évoquant la retraite qu'il fait chaque année au moment du carême, Paul VI a en effet déclaré que ces journées de retraite spirituelle avaient notamment pour objet de se préparer à la mort qui, pour lui, ne peut être éloignée. Fin de citation. Cette phrase a immédiatement, sans doute, provoqué de nouvelles spéculations sur le successeur éventuel du souverain pontife. Nous nous préparons pour Pâques et nous nous préparons à la mort qui ne peut plus être lointaine. C'est bien la première fois que Paul VI parle de sa mort. Il l'a fait devant 4000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre. On imagine l'effet considérable produit par cette petite phrase. Paul VI a 78 ans. Il souffre d'une arthrose qui le fait beaucoup souffrir aux jambes et au cou. Certains jours, ses familiers sont même obligés de le porter. Paul VI souffrirait aussi des reins. Il a été opéré de la prostate il y a 9 ans. Il y a 3 mois, Paul VI a annoncé la réforme du conclave qui devra élire son successeur après sa mort. Il était question au départ de faire élire le nouveau pape non seulement par des cardinaux, mais aussi par des évêques. Finalement, cette réforme démocratique n'a pas abouti, mais les cardinaux électeurs ne devront pas avoir plus de 80 ans et les scrutins seront accélérés. Pour le reste, il est bien difficile d'affirmer que Paul VI a déjà préparé sa succession. Aucun pape n'a la possibilité de désigner son successeur. D'ailleurs, l'élection d'un nouveau pape constitue toujours une sorte de surprise. Et cela s'explique. Les cardinaux préfèrent élire une personnalité peu marquante, éloignée des luttes d'influence qui agitent le Vatican. Maintenant, est-ce que le problème de la succession de Paul VI se pose déjà concrètement? Paul VI a 78 ans et il est malade, c'est vrai. Mais il fait preuve d'une énergie remarquable.
il a parlé de sa mort, mais quelques jours auparavant, il avait reçu 200 journalistes qui ont été impressionnés par sa bonne humeur et son art de l'improvisation. Tout cela explique peut-être la sérénité qui règne actuellement au Vatican. On ne perçoit pas encore cette agitation consternée qui précède toujours la mort d'un pape. Chaque mois, une dépêche venue d'un point quelconque du monde annonce que telle équipe de chercheurs ou telle autre a découvert un nouveau remède, une nouvelle thérapeutique contre le cancer. Nous sommes très méfiants ici à Antenne 2 devant ces informations fragmentaires qui risquent de provoquer des espoirs vite déçus ou même, ça s'est vu, l'abandon par des malades de traitements plus classiques établis par des spécialistes. À l'issue de la semaine nationale de lutte contre le cancer, il nous est apparu intéressant de faire le point sur les médicaments qui existent à l'heure actuelle contre le cancer et sur ce que l'on peut attendre d'eux. Il faut le préciser tout de suite, il n'existe pas de remède miracle contre le cancer et il ne pourra pas y en avoir tant qu'on n'aura pas découvert les causes profondes de cette maladie qui frappe plus de 150 000 Français chaque année. Mais il existe tout de même des médicaments anticancéreux. On les utilise quand on a enlevé chirurgicalement une tumeur maligne ou bien qu'on l'a détruite par la bombe au cobalt pour éliminer les cellules malades qui peuvent avoir échappé à l'action du bistouri ou à celle des radiations. On utilise aussi les médicaments anticancéreux dans le cas de métastase, c'est-à-dire d'extension d'un cancer primitif à d'autres parties du corps. Il existe une trentaine de substances actives contre les cellules malignes entre lesquelles les médecins peuvent choisir selon la variété de cancer qui est en cause. Malheureusement, ces médicaments ne peuvent pas être administrés pendant très longtemps. Ils ont des effets secondaires nocifs et notamment, ils s'attaquent aux cellules du sang et ils les détruisent. Quand on a atteint alors les limites possibles de leur utilisation, on fait appel à un autre moyen de lutte, l'immunothérapie. Il s'agit de méthodes thérapeutiques qui visent à augmenter les défenses naturelles de l'organisme pour l'aider à se débarrasser lui-même des cellules anormales qui auraient résisté à l'action des médicaments. Les plus employés sont la vaccination par le BCG et une préparation à base de microbes, les corinébactéries. L'action conjuguée des médicaments anticancéreux et de ces vaccins permet d'obtenir des rémissions appréciables dans des cancers avancés. Mais il permet aussi parfois de véritables guérisons. C'est le cas par exemple pour la maladie de Hodgkin, une forme particulière de cancer des ganglions qui était autrefois mortelle et qu'on guérit aujourd'hui à 80% grâce à ces traitements. Eh bien, à l'occasion de la campagne nationale contre le cancer, vous pouvez aider directement les instituts de recherche de Villejuif en achetant un disque. Vous voyez, ce disque s'appelle « Le cadeau de la vie 1976 ». C'est un très bon disque, je l'ai écouté d'un bout à l'autre. Il réunit sous l'égide de l'UNESCO les plus grandes vedettes de la variété internationale et du classique. Il est en vente dans tous les bureaux de poste jusqu'au 31 mars. Les choses s'enveniment en Afrique du Nord. Le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l'Algérie. De son côté, la Mauritanie en fait autant. Le motif de ces ruptures, c'est bien sûr la reconnaissance par Alger de la République sahraoui et de son gouvernement. Ce gouvernement entend exercer son autorité sur le territoire de l'ancien Sahara espagnol dont se sont emparés le Maroc et la Mauritanie. Les citoyens de cette République sahraoui risquent bientôt d'être tous soit en prison, soit en exil. Déjà, des camps situés en Algérie abritent 45 000 réfugiés venus de ce morceau de Sahara que les Espagnols viennent d'abandonner. Et on sait à quelles extrémités peuvent conduire des populations privées de leurs terres. Un drapeau qui flotte dans un vent de sable, c'est la naissance un peu irréelle de cette République démocratique sahraoui. Une semaine de festivités a marqué cet événement, mais la majorité des manifestations se sont déroulées autour des camps de réfugiés installés en Algérie dans la région de Tindouf. Car s'il existe effectivement des zones libérées, la présence militaire marocaine les rend peu sûres pour les populations favorables à l'indépendance. 3 mois et demi après la signature de l'accord tripartite de Rabat, la rupture est donc effectivement consommée entre l'Algérie et le Maroc. Alors qu'à El Ayoun, capitale du Sahara, la moitié de l'Assemblée territoriale votait le rattachement au Maroc, l'autre moitié de cette Assemblée, réfugiée elle en Algérie, votait l'indépendance. Marque de l'embarras international devant cette décision, aucun représentant des organismes internationaux n'assistait à ces deux manifestations concurrentes. Mais cette République démocratique du Sahara n'est-elle pas en fait une république fantôme? Certainement pas, affirment les dirigeants du Polisario.
La réalité du peuple sahraoui est maintenant démontrée. Il y a en particulier un témoignage auquel je crois on n'a pas donné suffisamment d'importance. C'est celui de l'Afrique. Le 1er mars, en achevant sa dernière session, le Conseil des ministres de l'OUA a déclaré textuellement: le peuple sahraoui, comme tout autre peuple, a droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ce droit, il l'a effectivement exercé en créant un État indépendant et souverain sous l'appellation de République arabe sahraoui démocratique. Vous reconnaissez tout de même que, en fait, vous ne pouvez pas, malgré une guérilla importante, battre militairement les Marocains. Je crois que ce n'est pas tout à fait juste. Nous pouvons battre les Marocains et nous les battons déjà tous les jours. Vous savez, à la limite, on peut quand même poser la question, est-ce que les Vietnamiens n'ont pas battu l'Amérique? Nous ne sommes pas le Vietnam, nous sommes un plus petit peuple. Mais le Maroc n'est pas non plus les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour vous, Sahraoui, la seule issue est la chute du roi Hassan? Le peuple sahraoui n'est pas vraiment concerné par le genre de pouvoir qu'il y a à Rabat, parce qu'il peut y avoir un autre pouvoir que celui de Hassan II, mais qui soit aussi chauvin et aussi expansionniste. Mais je crois que l'issue de cette guerre guérira de toute façon le pouvoir d'Arabat, quel qu'il soit, des aventures expansionnistes. Découverte pour ces jeunes Sahraouis formés en milice, avec un drapeau, une république aux pieds nus essaie de se constituer. Incrédulité émouvante, mais également un peu enfantine. Face à l'avance de la puissante armée marocaine, ils ont décidé de fuir, d'abandonner leurs maigres biens pour connaître la dure réalité des camps de réfugiés. La Croix-Rouge internationale estime leur nombre à 45 000. D'autres, entassés dans des camions et des voitures particulières, continuent chaque jour à arriver. Ce sont les soldats du Front Polisario qui assurent leur protection jusqu'en Algérie. Et ils déclarent: puisque l'autodétermination nous est refusée, c'est avec nos pieds, en fuyant, que nous avons décidé de montrer que nous ne voulons pas être Marocains. La prise de conscience d'appartenir à une entité nationale est certaine. Tous, jeunes, vieux et femmes, sont décidés à se battre pour reconquérir ce qu'ils estiment être leur territoire. Et comme dans toute guérilla, leur lutte sera longue, et face aux Marocains, le soutien de l'Algérie leur est indispensable. Le conflit du Sahara, c'est aussi, ne l'oublions pas, une lutte entre deux régimes, celui du roi Hassan II et celui du président Boumedienne. 3 minutes de cinéma ce soir dans notre journal, et oui, c'est exceptionnel, c'est vrai, mais il se trouve que la critique hebdomadaire de notre ami François Chalet n'a pu vous être présentée hier soir du fait des élections cantonales. Comme François Chalet a du talent, que le film dont il va nous parler, Vol au-dessus d'un nid de coucou, est une œuvre exceptionnelle, il aurait été dommage que nous soyons privés de cette critique hebdomadaire. Voici donc François Chalet. Formidable film que ce Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman, jugez-en plutôt. Dans une vaste maison qui doit sentir les vapeurs de lessive et le formol, des espèces de robots vaguement humains sont réunis. Ce sont les pensionnaires d'un établissement psychiatrique, mieux vaudrait dire une prison. Un jour, dans ce Sing Sing estampillé par Charenton, un garçon fait son apparition, un garçon au sourire explosif, c'est Jack Nicholson. Il est superbe. Il a la mine madrée d'un paysan qui aurait réussi à vendre à un citadin un vieux bœuf en le faisant passer pour une jeune vache. C'est d'ailleurs un simulateur, condamné pour quelques méfaits. Il a pensé qu'il serait plus confortable pour lui d'attendre le jour de sa libération dans un hôpital que dans un pénitencier. Rien qu'à ce détail, on voit que lui, il n'est pas fou. Seulement, voilà, les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'espérait. Bien décidé pourtant à goûter aux délices du farniente sous contrôle médical, il va s'apercevoir que, dans le fond, cet hôpital n'est pas du tout aussi agréable à vivre qu'il le pensait. Une infirmière en particulier fait régner la terreur. Elle impose sous prétexte de soigner les gens des règlements qui sont autant de tortures. Alors le nouveau venu va prendre fait et cause pour ses compagnons d'infortune et brandir le glaive de la révolte.
Au début, bien sûr, ce ne sont que des pécadilles, ce ne sont que de petits chahuts sans grande portée. On se contente de faucher un autobus, de s'offrir une partie de pêche. Mais hélas, vous le savez, il n'y a pas de rébellion vraiment sincère, ça les événements nous le prouvent chaque jour, sans que tôt ou tard, la tragédie ne vienne entacher de sang le drapeau. Conclusion, Jack Nicholson sera brisé, victime d'un abattoir où les couperets seraient remplacés par des seringues et des électrochocs. C'est terrifiant, qu'importe, l'ordre est revenu, Descartes a fait sa jonction avec Freud. Évidemment, on doit s'interroger. Est-ce que les choses se passent réellement ainsi? On aimerait bien à ce sujet avoir le témoignage des experts, sans doute l'aurons-nous. Mais il n'est pas nécessaire d'appartenir à leur corporation pour voir que Vol au-dessus d'un nid de coucou ne nous raconte pas une de ces histoires de fous que certains ont la prétention, la sottise de trouver drôle. Vous savez, celle où un entonnoir sur la tête, des gens se prennent pour le Christ ou pour Napoléon. Ici, au contraire, admirablement mise en scène par Miloš Forman, on a l'impression d'assister à l'éternelle tentative de Nijinsky, ce danseur sublime qui, dans le plus noir de sa folie, essayait quand même de danser le spectre de la rose. Il n'y parvenait pas parce qu'il était inexorablement cloué au sol par les semelles de plomb de sa raison perdue. Mais je crois que cela va encore beaucoup plus loin. Et l'on peut même se demander si l'univers dans lequel nous vivons n'est pas à l'image exacte de celui que l'on nous peint ici et que l'on a cruellement rebaptisé asile. Si ce n'est pas nous qui sommes enfermés dans ce faux asile, si ce n'est pas nous traqués, harassés, matraqués par toutes les polices, par toutes les politiques, par toutes les conventions du monde civilisé, qui nous cognons contre des murs, cherchant désespérément une fenêtre par où nous évader. Eh bien, disputée par un temps froid, mais sous un soleil de printemps, la première véritable étape de la première grande classique Paris-Nice s'est déroulée tranquillement, sans surprise. Sans surprise, c'est peut-être beaucoup dire, puisque le vainqueur de l'étape est un Français qu'on n'attendait pas, Jacques Esclassan. Il a réussi à battre des professionnels chevronnés, belges et hollandais notamment, et en particulier Freddy Maertens, qui conserve néanmoins le maillot blanc. Ce matin, l'Espagnol Ocaña avait revêtu sa tenue d'hiver. Il est vrai que sur le coup de 10h30, il ne faisait pas très chaud. Ocaña ne sera pas le seul à se déguiser ainsi. Thévenet a endossé le bon vieux maillot de laine à manches longues, tout comme Terlink, le champion de Belgique. Dan Guillaume est toujours souriant. Martins, en revanche, est plus inquiet. Il a raison, car Kuiper, le champion du monde, est en forme. Zoutmelk, vainqueur de la course en 1974 et 1975, devra se méfier du quadragénaire du peloton, Poulidor, le brave Poupou. Beaucoup de monde ce matin donc à Montargis, où 99 coureurs sont au départ de la première étape de ce Paris-Nice. Première étape longue de 229 km et qui a mené tout ce beau monde à Montluçon, après avoir traversé le Loiret, le Cher et l'Allier. Il fait beau, le vent très léger et favorable, et même si la température est un peu fraîche, on peut affirmer que c'est presque un temps idéal pour mettre un coureur cycliste dehors. Thévenet et Knetemann, c'est le dernier salon où l'on cause le peloton de Paris-Nice. Ocaña est toujours aussi méconnaissable après une cinquantaine de kilomètres. Et le temps est tellement idéal que ça n'incite vraiment personne à s'énerver. Et on va rouler pendant des heures et des kilomètres à une allure de sénateur, si bien que le peloton passe groupé à Gien sans un regard pour le beau château. Anglade et Guimard, deux anciens champions, ne sont pas mécontents de suivre les courses cyclistes dans leur voiture de directeur sportif. C'est beaucoup moins dur, il est vrai. Petite surprise, premier attaquant aussi, l'Espagnol Ocaña, mais Ocaña est un client et sera vite rejoint, si bien que c'est un peloton groupé qui parcourt les derniers kilomètres. Petite exception toutefois, une attaque dans les tout derniers kilomètres, celle du Français Santi, mais Santi figure aussi parmi les favoris et tout le monde reviendra sur lui à l'approche de Montluçon. Si bien que ce sont 99 coureurs qui se présentent quai Louis Blanc à Montluçon et surprise à l'issue d'un long sprint, c'est un Français Esclassan qui bat tous les sprinters étrangers, Martins, Thureau, Carstens, Ras et Vesmal. C'est Martins qui portera quand même le maillot blanc demain de Montluçon à Saint-Étienne. Une étape pour rien que non. Esclassan a démontré qu'un Français pouvait s'imposer. Eh bien, les coureurs du
Paris-Nice vont se diriger maintenant vers un temps un peu plus doux, vers un climat un peu plus doux, mais beaucoup plus nuageux. En effet, la France, aujourd'hui, ce sera à peu près la même chose demain, a été marquée par deux sortes de temps différents. Il a fait par exemple 1 degré à Lille dans la journée et 12 degrés à Perpignan. L'air froid, dirigé par les hautes pressions russes, résistera à l'air chaud et humide qui remonte de la Méditerranée et, en conséquence, demain, le temps restera très nuageux avec des pluies intermittentes et des neiges en montagne, de la Méditerranée aux Alpes, ainsi que sur les Pyrénées. Sur le nord-est, le temps sera froid, avec des averses de neige. Sur les autres régions, il fera encore froid, mais le temps sera encore ensoleillé. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la dernière édition de notre journal vers 22h45 que vous présentera Maurice Werther. Ici, tous, nous vous souhaitons une bonne soirée et je vous dis quant à moi à demain.